Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence Midi du laboratoire. Effectivement, je suis membre du bureau de direction, mais aussi membre du bureau du laboratoire depuis ses tout débuts en 2006 à titre d'archiviste en chef de la Ville de Montréal et depuis ma retraite en 2020 à titre de président de la Société historique de Montréal. Alors, mon projet phare, pour vous parler de ça un petit peu brièvement, c'est avec Paul-André Linteau et Léon Robichaud, c'est la chronologie de Montréal. Donc, il y a près de 3000 événements qui sont disponibles sur la chronologie et Paul-André et moi, on travaille présentement pour en rajouter d'autres. Donc, d'ici quelques mois, on va avoir encore une plus grande partie d'événements sur la chronologie que je vous invite à consulter. Alors, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Mathieu Lapointe du musée McCord. Mathieu s'est joint au musée en 2018 en tant que conservateur archives textuelles. Il travaille avec son équipe à préserver, à développer et à promouvoir cette collection afin d'en faire bénéficier tant les chercheurs que le grand public. Historien ayant acquis une formation complémentaire en sciences de l'information, il détient un doctorat en histoire canadienne de l'Université York à Toronto et une maîtrise en histoire de l'Université de Montréal. Spécialiste de l'histoire de Montréal et des idéologies de la culture au Québec. Il s'est notamment intéressé à l'histoire des mouvements citoyens, des discours moralisateurs et des enquêtes publiques dans la métropole au 20e siècle. Son ouvrage « Nettoyer Montréal, les campagnes de moralité publique 1940-1954 », qui est paru au Septentrion en 2014. Un excellent ouvrage, ça c'est important de le dire, a entre autres remporté le prix Robert Prévost de la Société historique de Montréal et le prix de l'Assemblée nationale du Québec, décerné par l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Mathieu est également accompagné d'Evelyne Vincent, qui est membre étudiante du laboratoire et adjointe de recherche, qui a notamment réalisé l'intégration des cartes numériques à l'aide du logiciel QGIS. Alors, le titre de la conférence, évidemment, c'est « Cartographier l'histoire de l'île Sainte-Hélène ». Mathieu, je te laisse la parole. Merci Mario pour cette belle présentation et merci à vous tous de vous être déplacés, d'avoir libéré un peu de temps pour venir nous entendre. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que le musée McCord-Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones, qui comprend les îles dont on va parler et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanenkiaka démontre depuis toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord considère qu'il est de son devoir de contribuer à la meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Donc, je remercie le laboratoire de nous avoir invités à présenter ce projet qui est encore un ouvrage en cours, un chantier, même s'il donne déjà des résultats qu'on trouve intéressants. C'est un projet encore à ses débuts parce qu'il constituait en fait une partie d'un projet plus large, celui d'une exposition sur l'histoire de l'île Sainte-Hélène. C'était une partie d'un projet plus large, donc une exposition sur l'île Sainte-Hélène que nous préparions depuis 2019 pour le musée Stewart et qui devait ouvrir ce printemps, mais qui a malheureusement été annulée au dernier moment à cause de la fermeture soudaine du musée. C'est donc avec une certaine humilité que nous venons vous présenter le produit de ce travail, surtout en regard des dernières présentations qui ont été faites au laboratoire, qui mettaient en vedette des projets beaucoup plus achevés, comme Mémoire du Myland ou les travaux de Léon sur la cartographie du Vieux-Montréal. Nous allons donc vous présenter ce chantier dans son état actuel, en tâchant de vous montrer les éléments les plus intéressants qu'il apporte, mais aussi en relevant les questionnements que nous avons pour la suite. Il va sans dire que si vous avez des suggestions, elles seront les bienvenues car elles vont pouvoir nourrir notre réflexion sur l'orientation du projet. Donc, le projet d'une carte numérique interactive présentant l'évolution de l'île Sainte-Hélène et des îles associées était au cœur d'une des zones de l'exposition physique que l'on préparait. Maintenant que celle-ci a été annulée, que nous pensons en préparer une version virtuelle, nous pensons que cette carte pourrait constituer le cœur de l'exposition elle-même, une porte d'entrée vers ces multiples contenus que nous avons amassés en préparation de l'exposition. Dans un premier temps, j'aimerais donc vous présenter rapidement l'exposition que nous préparions, ce qui va être l'occasion de montrer aussi quelques cartes qui n'ont pas été intégrées au projet.
Ensuite, nous allons présenter le projet de cartographie numérique proprement dit. Et ici, c'est Evelyne qui va intervenir, car en plus d'avoir fait de la recherche et de la rédaction pour l'exposition, c'est vraiment elle qui a réalisé tout le volet de géoréférencement des cartes et des photographies aériennes et la localisation des points d'intérêt avec le logiciel QGIS dans le cadre d'un assistanat de recherche financé par le laboratoire. Nous allons conclure ensuite en réfléchissant un peu sur les tensions entre le projet de géoréférencement des cartes et des photos aériennes et d'autre part, l'usage muséal prévu, en parlant un peu de nos idées, de nos questionnements pour la suite du projet. Donc, que sait-on? J'aimerais commencer avec cette question-là. Que sait-on de l'histoire de l'île Sainte-Hélène? En général, je dirais, le citoyen ordinaire et nous, avant de commencer la recherche, on en savait très peu de choses. Les Montréalais apprécient les îles comme un parc public, comme un lieu de loisirs remarquable, bien qu'un peu écarté. Elle est généralement, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame sont généralement associées dans les esprits à Expo 67, aux Jeux olympiques, à la Ronde, aux grands festivals qui font le bonheur de plusieurs et parfois le malheur des Lambertois. Plusieurs ont conscience que le lieu a été profondément transformé, presque construit de main d'homme pour Expo 67, mais pour le reste, son passé reste obscur. Que signifient ces installations militaires, le fort de l'île, la tour de Lévis? Nous-mêmes, donc, qui avons commencé à travailler, qui avons travaillé sur l'Expo, nous en savions très peu au départ. Commençons par un petit rappel géographique. Vous avez ici la carte de Sitwell de 1865, de ce qu'on appelle les Fortification Surveys. Au centre, évidemment, vous avez l'île Sainte-Hélène avec le complexe militaire. Juste à sa droite, c'est-à-dire au nord, il y avait l'île Ronde qui a été aujourd'hui absorbée dans la nouvelle île Sainte-Hélène. Et au sud, l'île aux fraises, ou aussi appelée l'île verte, sans oublier l'île à Moffat ou l'île à la pierre, sur laquelle M. Robert a fait une très bonne chronique sur l'histoire de l'île Notre-Dame, donc qui a été un des fondements de la construction de main d'homme de l'île Notre-Dame dans les années 60. C'est aussi une île qui est un petit peu à la marge de la cartographie de la région de Montréal, ou en tout cas, c'est ça qui nous a semblé. Elle est souvent exclue des cartes de Montréal, peut-être à cause de son caractère longtemps réservé à une famille seigneuriale, puis ensuite à l'armée britannique au 19e siècle. Par exemple, si on examine les cartes de Montréal rendues accessibles par BANQ sur ce très beau site, qui recense donc des cartes de Montréal pour la recherche, si les trois premières cartes ne font aucune référence, ne montrent pas l'île Sainte-Hélène. La carte de Louis Charland de 1801, vous voyez, ne la montre pas, ni celle de Bouchette en 1815 et ni celle encore de John Adams en 1825. C'est seulement après, quand on arrive à la quatrième carte de la liste, qu'on voit apparaître enfin l'île Sainte-Hélène. Mais si vous remarquez, l'île Sainte-Hélène, qui est très bien dessinée ici avec ses principaux points d'intérêt, se trouve par contre isolée de toutes ses voisines. Donc, les autres îles ont été effacées, gommées de la carte. Donc, l'objectif de l'exposition Île Sainte-Hélène, c'était de mieux faire connaître et comprendre l'île Sainte-Hélène, l'histoire de l'île Sainte-Hélène aux visiteurs du parc Jean-Drapeau et du musée Stewart. Et cela en tentant une synthèse des différentes dimensions de son histoire longue. Le fil conducteur allait être l'expérience humaine de l'île, c'est-à-dire l'île du point de vue des gens qui l'ont fréquentée et habitée à travers les siècles. En cours de route, je vais revenir tantôt sur le choix d'une organisation thématique. En cours de route, on s'est rendu compte qu'il y avait bien des zones d'ombre, des points d'interrogation dans l'histoire si on essayait de creuser toutes ces dimensions sur des questions précises. Même des pans entiers étaient difficiles à comprendre parce que c'est une histoire souvent tranquille qui n'a pas laissé des archives très, très abondantes. D'autres les ont fouillées, mais il n'y a jamais eu de paroisse à l'île Sainte-Hélène. En tout cas, il y a un problème de documentation pour plusieurs questions, plusieurs aspects de son histoire.
Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'historiographie. Il y avait déjà une historiographie très bien balisée par d'excellents travaux, des études comme celle de la firme d'archéologie Ethnoscope, de Cathy Tary, de Martin Royer sur le fort de l'île, des bonnes synthèses aussi réécrites dans les dernières années par la Société du parc Jean Drapeau, Deux îles, un parc, une ville, par Paul Yvon Charlebois et Sylvain Degnaud, qui ont fait, vous voyez en bas à droite, l'île Sainte-Hélène avant l'Expo 67, peut-être la synthèse la plus complète de l'île avant les années 60, mais aussi des études sur les gardiens de l'île Sainte-Hélène, et d'excellents mémoires de maîtrise comme celui de José Desharnais sur le parc public, de Maryse Bédard sur le camp S-43, et beaucoup de bonnes chroniques aussi, de bons articles, dont ceux de Mario sur l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, et des articles aussi dans Mémoire des Montréalais. Donc, on a pu profiter aussi de la collaboration de la Société du parc Jean Drapeau, de l'archiviste Linda Pimparé et de Madame Manuela Ferron qui ont produit le livre Deux îles, un parc, une ville, qui ont fait une recherche formidable d'iconographie notamment et aussi sur l'histoire de l'île. De Jonathan Cha, qui est urbaniste de l'île à l'île Sainte-Hélène, et de Guillaume Archambault-Lelièvre, qui était stagiaire avec Jonathan et qui a produit un travail sur une étude sur la plaine des Jeux, dans laquelle il avait fait du géoréférencement, ce qui nous a inspirés. Et Guillaume a même été assez aimable de nous donner certaines des cartes qu'il avait préparées, etc., de nous donner accès à son travail. En faisant cette recherche-là, on s'est rendu compte que si le musée Stewart n'avait pas, disons, la majorité des documents pertinents pour écrire l'histoire de l'île, c'était quand même un foyer de documentation important pour l'histoire de l'île Sainte-Hélène, notamment militaire. Mais même si ces collections ne sont pas centrées sur l'île, il y avait beaucoup de matériaux intéressants là, au musée. Mais nous avons dû faire appel, évidemment, aux richesses des collections de la Ville de Montréal, des archives de la Ville de Montréal, de BANQ et de Bibliothèque et Archives Canada, notamment pour ramasser les matériaux les plus riches sur l'histoire de l'île. On peut, pour les gens qui connaissent moins l'histoire de l'île, faire esquisser rapidement la chronologie, les grandes périodes de l'histoire de l'île. C'est comme ça, en tout cas, qu'on les découpe souvent, ou en tout cas qu'on les a découpés dans le cadre de notre projet. Donc, une première période précoloniale où il y a eu une présence autochtone, un usage autochtone de l'île. On ne sait pas s'il y a eu habitation. Ça, l'archéologie ne l'a pas encore, ni l'ethno-histoire ne l'ont encore établi très clairement, mais ce qui est clair, c'est que l'île a été utilisée pour la pêche par les Iroquois avant l'arrivée des Européens pendant des siècles. Et ensuite, la période seigneuriale qui commence dans les années 1600. Ça dépend à quel moment on juge qu'il y a vraiment une occupation, mais les principaux seigneurs de l'île vont être les familles Lemoine, donc Charles Lemoine, le premier seigneur de Longueuil, et ses descendants, et les Grant avec qui ils vont faire alliance après la conquête. Ensuite, en 1818, l'île est vendue par la famille Grant, Lemoine, aux Britanniques, au gouvernement, dans le fond, pour faire un complexe militaire, pour assurer une meilleure protection de la ville et de la colonie au moment où on était en train de défaire la forteresse, les fortifications de l'île sur l'île de Montréal. Ensuite, en 1874, la ville loue une grande partie de l'île aux autorités du nouveau gouvernement fédéral, qui se réserve quand même une partie de l'île, qui se réserve les installations militaires et la possibilité, en cas de conflit, d'occuper l'île pour ses besoins sécuritaires. Et donc, c'est à la période où il y a eu la création des grands parcs publics comme le parc du Mont-Royal, le parc La Fontaine. Donc, le parc de l'île Sainte-Hélène était l'un des plus grands parcs qui ont été créés à cette époque-là.
Bon, évidemment, l'Expo 67. Et donc, nous avons divisé la période du parc public avec l'Expo 67 et la période contemporaine postérieure à l'Expo, où l'île continue à se transformer et à être un lieu très vivant. Ah oui, juste cette carte de Gaude montre très bien la division de l'île entre 1874 et la Deuxième Guerre mondiale, où le gouvernement s'était réservé une partie de l'île, donc la partie des installations militaires avec l'arsenal, évidemment, la poudrière, donc pour une vocation sécuritaire. Et donc, il y avait une barrière qui empêchait les civils d'aller visiter tout cela. Donc, la plupart des récits de l'histoire de l'île Sainte-Hélène étaient chronologiques. Donc, nous avons décidé, après avoir exploré tout ça, de privilégier plutôt un découpage thématique parce que certaines thématiques étaient vraiment récurrentes à travers l'histoire, comme en résonance d'une époque à l'autre. L'idée était de dégager les grandes facettes de la personnalité de l'histoire de l'île. Et aussi, probablement, au plan muséologique, de rééquilibrer un peu le récit d'une histoire à intensité inégale, il faut le dire, car l'île a longtemps été un endroit très tranquille, retranché, même ennuyant pour certains témoins, tout un contraste avec l'effervescence débridée des années 60-70. Et c'est une histoire, comme je l'ai déjà dit, une histoire très inégalement documentée, avec de plus en plus de trous au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, et inversement, une masse de plus en plus impressionnante de documents pour la période la plus récente. Donc, les grandes thématiques transversales que nous avons dégagées sont les suivantes. Une île stratégique, donc la vocation stratégique de l'île à travers les siècles. Je vais revenir assez là-dessus dans un moment. Transformer l'île, donc habiter, exploiter, transformer l'île. L'île comme lieu de loisirs et de culture. Et enfin, dans la dernière zone, plus visuelle, contempler et rêver l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire, dans un premier temps, l'île Sainte-Hélène dans l'œil des artistes et des photographes. Et j'avais là-dessus l'aide de mes collègues Christian Vachon et Hélène Sanson. Aussi l'île comme point de vue privilégié par les artistes et photographes sur Montréal. Et l'île aussi, l'île telle qu'elle fut été rêvée à travers l'histoire, donc les grands projets qui ont été élaborés pour elle à partir du 19e siècle. Donc, j'aimerais vous illustrer ce que donne cette démarche-là en parlant un petit peu de la vocation stratégique de l'île. Donc, on sait peu de choses sur l'importance stratégique de l'île avant l'arrivée des Européens. C'est un point d'interrogation qu'on aimerait combler éventuellement dans la recherche, mais pour l'instant, on en sait assez peu. Par contre, on sait que Champlain, dès son arrivée, y voit un lieu idéal pour établir une place forte, la nommant même en l'honneur de sa jeune épouse, Hélène Boulay. Et c'est lui qui va donner une première représentation cartographique publiée de l'île Sainte-Hélène dans ses discours, dans ses voyages de 1613. Cette carte-là nous semblait trop peu détaillée, impressionniste, trop impressionniste pour qu'il soit intéressant de la géoréférencer. Ça aurait donné des distorsions assez majeures. Mais bon, elle est intéressante en soi. Et c'est aussi l'une des rares cartes à présenter l'île à l'envers, pourrait-on dire, c'est-à-dire le sud en haut, ce qui par contre est très logique pour lire le courant du Saint-Laurent et celui des rapides de la Chine, du Sault-Saint-Louis, qui coule ainsi vers le bas de la page. L'histoire coloniale des îles est d'abord marquée par plusieurs escarmouches entre Français et Autochtones dans les années 1650-60, dont la plus célèbre va amener la mort du supérieur des Sulpiciens, Monsieur Vignal, qui était venu chercher, en fait, pas à l'île Sainte-Hélène, mais à l'île à la Pierre, tout près, était venu chercher de la pierre pour construire le premier séminaire de Montréal. C'est peut-être un peu à cause de ce genre de conflit que l'île est bientôt cédée à Charles Lemoine et à ses descendants, une famille marchande et militaire qui joue justement un rôle majeur dans la diplomatie et la défense de la colonie française, ceux qui vont devenir bientôt les barons de Longueuil. C'est aussi de l'île que va être lancée la brutale expédition de Denonville
en 1687 qui rassemblait 2200 hommes, dont 300 autochtones alliés, qui vont aller faire la guerre au Sénéca. Expédition qui va envoyer notamment de nombreux captifs iroquois sur les galères du roi de France et qui va amener, entre autres représailles, le fameux massacre de la Chine en 1689. C'est aussi sur l'île que, durant la guerre de la Conquête, le chevalier de Lévis fait construire en 1760 des fortifications sur l'île, donc dans le contexte du repli sur Montréal des troupes françaises. Ces fortifications, même si Montréal va bientôt être cédé, ces fortifications sont encore très visibles sur la belle carte préparée pour le gouverneur James Murray en 1760. Et je vous donne un détail ici. Donc, vous voyez très bien les fortifications tout le tour de l'île. On voit aussi les restes, en fait le manoir seigneurial ici, et le moulin construit par les Lemoine. Charlebois et Daigneault ont bien montré combien les moulins ont été importants dans l'histoire de l'île Sainte-Hélène. C'était vraiment un centre de production de farine au 18e et au 19e siècle, sous les Grant aussi, qui alimentait l'ensemble de la colonie, même l'extérieur des Antilles et les États-Unis. Et donc, ces fortifications-là sont encore visibles sur des cartes pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme cette très belle carte du camp de l'île avec le camp de prisonniers S-43. Donc, j'ai encerclé en rouge les fortifications, donc à la pointe sud et à l'est de l'île. Et on les voit encore mieux ici sur le plan de l'aqueduc de l'île. Si je peux zoomer un petit peu, on voit donc le plan de 1937, les Old Powder Magazine, Old Battery French et ici Old Earthworks. Donc, il y avait encore des traces de des fortifications de Lévis très tard dans l'histoire de l'île. Cette vocation stratégique-là continue avec la guerre d'indépendance américaine. Attendez, excusez-moi un moment. L'île a servi à ce moment-là à la défense de l'île et comme lieu de résistance à l'invasion américaine, puis ensuite comme tremplin pour les Américains pour l'invasion de Montréal lorsqu'ils ont réussi à saisir l'île et à y installer des canons. Et évidemment, c'est sur l'île que les autorités britanniques ont décidé de construire un complexe militaire dans les années 1820, après avoir acheté l'île aux descendants de la famille Lemoine Grant. Vocation militaire de l'île qui va être exclusive jusqu'aux années 70 et maintenue, comme je le disais, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, durant laquelle les installations militaires vont servir. Et là, je vous montre certains bâtiments que vous connaissez probablement, les poudrières, l'arsenal. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'île va servir de camp d'internement pour des civils britanniques d'origine italienne, ce qui va être la fin un peu de sa vocation stratégique. Pour le complexe militaire, une des cartes les plus intéressantes, c'est la carte de Sitwell, la carte très détaillée des Fortification Surveys. Donc, c'est vraiment une des meilleures pour voir les fortifications. C'est extrêmement détaillé. Ici, la résolution n'est pas très bonne, mais vraiment, c'est une carte qui vaut la peine de consulter, notamment sur le site de BANQ. Donc, passons rapidement sur la vocation de loisirs et de culture, sans aller dans le même détail. Durant la période seigneuriale, les barons et les baronnes de Longueuil avaient bâti un manoir à l'île, une sorte de maison d'été, et aménagé des jardins à la française. Ils en avaient fait un domaine agricole prospère et champêtre où ils ont reçu de nombreux invités de marque, comme le botaniste suédois Per Kalm, Bougainville, et pendant la période anglaise, les époux Simcoe, ou Lord et Lady Durham dans les années 1830. Au 19e siècle, les militaires stationnés sur l'île tâchent de leur mieux de se désennuyer en s'adonnant à divers sports et loisirs, et y parviennent plus ou moins bien, selon l'officier Francis Duncan, qui signe un témoignage très drôle sous le titre « Our Miserable Little Island ».
Donc, Duncan était un officier britannique qui était venu pendant la guerre civile américaine et qui a fait une partie de son séjour sur l'île. Mais il raconte bien la vie des militaires sur l'île, mais il met beaucoup l'accent sur l'ennui qui était vécu et tous les sentiments que ça évoquait. Les plus chanceux qui savent peindre, comme les époux Phoebe et Thomas Seton, dans les années 1830, peuvent s'adonner à la contemplation de la beauté de l'île et à l'observation de sa nature foisonnante. La carte de Sitwell dont on parlait il y a un instant, très détaillée, offre aussi des indices sur les loisirs des militaires. Donc, on voit, si on zoome un peu, les skittle alleys, bowling alleys, c'était des formes de jeux de quilles qui étaient pratiqués par les militaires. Un Soldiers Institute, dont je ne suis pas trop certain ce que c'est, mais aussi une dancing platform ici, en plus d'un champ de tir au sud de l'île. Donc, les cartes détaillées comme ça sont une grande richesse pour reconstruire la vie de l'île quand on les croise avec d'autres sources. Ensuite, avec l'ouverture du parc public dans les années 1870, on entre dans l'ère des loisirs de masse. Dès le début, l'île va être le lieu de grands concerts, de pique-niques et de sorties très populaires, attirant parfois des milliers, des dizaines de milliers d'enfants. C'est assez fascinant, ces grandes fêtes d'enfants dans les années, dès le début du 20e siècle et jusqu'aux années 50. C'est une découverte qu'on a fait durant notre recherche. Et donc, qui vont faire de l'île une île très animée, qui se dote aussi d'un caractère forain. On rêvait à une époque de faire de l'île une sorte de Coney Island montréalais. C'est une promesse qui va être réalisée, on peut dire, avec la création de la ronde dans les années 60. Enfin, la musique n'est qu'un exemple de cette présence permanente de la culture sur l'île. Les années 1830 avec les récitaux improvisés de Jane Ellis en balade avec les époux Durham sur l'île, jusqu'au festival et pique-nique électronique d'aujourd'hui, en passant par le grand concert d'ouverture du parc à la Saint-Jean-Baptiste de 1874 et par la première édition du festival de jazz en 1980. Donc, j'en arrive plus directement sur le projet de carte de l'évolution historique des îles. Au-delà de cette approche générale thématique, la chronologie reprenait ses droits à l'intérieur des zones, notamment dans une installation qui devait être au cœur de la zone 2, habiter, exploiter et transformer l'île. Une carte numérique interactive de l'évolution de l'île Sainte-Hélène. L'idée de départ était d'illustrer visuellement, de permettre au public de visualiser les transformations majeures qu'elles ont subies au fil du temps, en particulier dans les années 60 et 70, mais aussi auparavant. Pour d'abord répondre à la question qui se pose spontanément dans notre imagination, quelle est la différence entre les îles d'avant 1967 et celles d'aujourd'hui? Quelle est l'ampleur de cette transformation? Et ça, on va le voir dans un moment avec Evelyne. Mais aussi, dans une zone qui portait sur l'occupation humaine de l'île, nous voulions situer les points d'intérêt, marquer les lieux repérables de l'activité humaine à travers l'histoire, ce que les cartes historiques nous aidaient à faire, afin aussi d'aider les visiteurs de l'île à s'orienter dans l'histoire de ce territoire. Car un des faits les plus intéressants qu'on découvre en commençant à creuser l'histoire de l'île Sainte-Hélène, c'est qu'elle a été habitée pendant la plus grande partie de son histoire connue, c'est-à-dire depuis la Nouvelle-France, ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui qu'elle est devenue un grand parc public accessible à quelques minutes de métro ou d'auto du centre-ville et que donc plus personne n'y habite. Mais donc, l'île n'a jamais été habitée par un très grand nombre de personnes, au plus peut-être 1 millier de personnes pendant les périodes militaires les plus actives, mais par une grande diversité de personnages, parce qu'au-delà des barons et des militaires, il y a eu toute une population civile qui faisait rouler les exploitations agricoles, qui travaillaient à l'île, des gardiens et aussi même des personnes réduites en esclavage, des Noirs qui étaient esclavisés, qui travaillaient pour les barons de Longueuil. Et donc, c'est une île qui a une diversité sociale intéressante à explorer.
Donc, en sachant cela, il devenait vraiment intéressant de visualiser et de situer ces divers usages de l'île, de retrouver la trace de tous ces bâtiments qui avaient été occupés, ce que les cartes permettaient en partie. Et nous étions fascinés, comme j'ai dit un peu avant, par le travail de superposition des cartes qui avaient été faites par des urbanistes, des archéologues. Et donc, en discussion avec le laboratoire, notamment avec Léon Robichaud, l'idée a émergé de puiser dans le bassin de cartes historiques et de photos aériennes de l'île Sainte-Hélène et de géoréférencer une série d'entre elles afin de pouvoir les superposer à une carte actuelle et d'illustrer ainsi l'histoire de ces aménagements et de ces transformations. La zone 2 aura donc en son cœur une carte évolutive qui permettrait de retracer à travers les différentes époques les différents lieux et points d'intérêt marquant l'histoire de l'île. On a vu tantôt les grandes lignes de l'histoire de l'île qu'on peut y découper. Pour chacune d'entre elles, donc, on prévoyait une carte distincte sur laquelle seraient situés des points d'intérêt, des iconographies, voire des segments multimédia tels que des extraits d'entrevues. La succession de ces 6 cartes de période historiques formerait une carte évolutive de l'histoire de l'île Sainte-Hélène. Et je vais céder la parole maintenant à Evelyne pour qu'elle parle un peu de la façon dont elle a procédé pour géoréférencer les cartes de l'île Sainte-Hélène. Oui, à toi. Justement, c'est à ce moment-là que je suis arrivée dans le projet. Moi, dans le fond, les zones étaient déjà définies et tous les points d'intérêt par les différentes cartes. Donc, les 6 grandes périodes, 6 grandes cartes avaient déjà été définies. Donc, j'ai été amenée, à faire de la recherche par rapport à ces points-là pour, d'une part, écrire les textes, mais aussi, et là, on arrive dans le logiciel QGIS, c'est-à-dire de vraiment venir faire le géoréférencement. Donc, pour vous mettre en contexte, je n'avais jamais touché à ce logiciel avant d'arriver sur ce projet. Donc, j'ai été dans l'apprentissage au tout début. Léon Robichaud, justement, m'avait fourni un tutoriel et puis après, c'est essai-erreur, on se lance et on voit comment ça fonctionne, cette chose. Donc, juste vous parler un petit peu, dans le fond, le logiciel. Dans le tutoriel, on disait quelques paramètres à mettre en place. Après ça, première étape, mettre ce fond de carte que vous voyez, en fait, qui est un module intégré au logiciel, qui est une espèce de carte Google Maps libre de droit qu'on peut utiliser. Puis si on zoome un petit peu, c'est déjà assez très détaillé, en fait, pour ce qui est des installations actuelles qu'il y a à l'île. Donc, ça peut quand même être justement un bon point de départ puis des bons points de référence pour ce qui est tout plus carte contemporaine. Mais après, le travail était vraiment de venir géolocaliser des cartes. Donc, pour vous faire un petit portrait des cartes que j'ai géolocalisées, il y avait en fait un défi de représenter toutes différentes périodes, mais aussi justement d'avoir de l'exactitude. Donc, il y a certaines cartes plus anciennes qui, malheureusement, ne venaient pas cadrer dans ce type de projet. Donc, parmi celles qu'on a, si j'y vais en ordre justement décroissant, une carte plus récente, mais en fait qui était pour illustrer la période plus passée. C'est une carte en fait archéologique, donc les sites archéologiques qui ont été fouillés. Donc, une carte faite par Ethnoscope. Donc, justement, pour représenter justement la période autochtone avec justement des points de sites fouillés. Après, il y a la fameuse carte de Sitwell, justement les Fortification Survey. Donc là, vous voyez, on vient d'afficher les points de sites archéologiques. Donc ça a été dans un dernier temps dans mon cas, mais on peut vous les montrer au fur et à mesure, en fait. Moi, j'ai géolocalisé plusieurs cartes et après ça, je suis venue placer vraiment nos points d'intérêt qui avaient déjà été identifiés pour qu'on ait un portrait global. Donc, la carte de Sitwell, oui, justement, les Fortification Survey, qui, si on dézoome, là, vous voyez en fait que, comme Mathieu disait tantôt, vu que l'île est à la limite de Montréal, eh bien, l'île était considérée ici avec Longueuil sur cette carte-là. Donc, ça aussi, ça complique un peu des fois la recherche si on cherche des cartes de Montréal, mais qu'on se rend compte qu'il faut plutôt aller voir Longueuil pour trouver ce qu'on cherche. Donc, voilà, ici, on voit bien justement
la forme de l'île ronde aussi, ce qui parfois est un peu aléatoire, là, les formes des îles. Donc, ça aussi, ça a été dans les cartes anciennes, des fois, il y a certaines qui étaient un peu plus aléatoires. Donc, c'est de voir pourquoi la carte a été faite. Est-ce que c'est juste pour savoir la voie navigable, donc on n'a pas trop besoin de savoir la forme de l'île, ou est-ce qu'on s'intéresse vraiment à l'île et à son occupation? Là, on veut plus de détails de ce côté-là. Donc, ça a été un travail justement de trier les cartes comme ça. Après, je peux-tu dire un mot sur la carte de Sitwell? Elle a deux aspects intéressants. Elle est tellement précise qu'on y montre la forme de l'île selon les saisons, qui change selon les saisons, la hauteur des eaux. Et on y voit aussi qu'à cette époque-là, il y avait une jetée qui avait été faite de Saint-Lambert jusqu'à l'île à Moffat, qui avait été achetée, c'était l'île qui avait été achetée par l'homme d'affaires George Moffat et qui permettait un transport des marchandises du train de Saint-Jean à la Prairie, un transport plus rapide vers le port de Montréal. Je me tais. Si je peux sauter, si tu peux aller cocher la fameuse photo de 1954 où on voit aussi vraiment justement la forme de l'île, que là, on voit que c'est très bien défini. Eh bien, on est allé aussi mettre des photos. Donc, ça, c'est la Photothèque de Montréal qui, en fait, qui répertorie toutes les photos de géomatiques, donc photos aériennes qui ont été prises. Et là, on voit à quel point, justement, la carte et la photo qui a été prise une centaine d'années plus tard et encore, justement, la précision. On voit aussi le pont qui est apparu, évidemment, pont Jacques-Cartier. Donc, voilà. Et sinon, bon, je continue. La carte de Crevier qui nous donne vraiment beaucoup d'informations sur le complexe militaire. Donc, c'est ça, la carte de Crevier, où on voit justement, là, vous voyez la légende, là, on a vraiment beaucoup de points sur l'île et toute la description de ces points-là. Donc, très intéressant. Même chose aussi, on a un plan pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc là, on reprend le complexe militaire à une autre époque qui est encore utilisé justement pendant l'internement des soldats, pas des soldats, pardon, c'était des civils, en fait, mais des civils italiens pendant la Deuxième Guerre. Donc, voilà. D'autres plans intéressants, on a un petit plan de la presse qui nous informe beaucoup sur la toponymie des différents lieux. Donc, aussi, on a un plan de 1937 de Todd. Donc, Todd qui est en fait l'architecte qui a pensé le parc public. Donc, on a un plan, en fait, mais on sait de son plan, ce n'est pas tout qui a été réalisé. Donc, ça aussi, c'est intéressant dans la fonction de rêver l'île. Lui, c'était quoi ses grandes inspirations, ce désir de parc public? Il y a des bâtiments qui ont été faits, il y a des aménagements qui ont été faits, puis il y en a qui n'ont peut-être jamais lieu. C'est un plan qui date de 1937, donc on peut penser que la guerre aussi est venue justement peut-être changer les plans là-dedans. Oui, c'est un plan. Todd avait fait deux plans, je crois, un plus tôt dans les années 30, qui était vraiment très, très ambitieux, où il imaginait même la fusion déjà avec l'île Ronde. Il imaginait une île très, très, vraiment transformée, un peu à un avant-goût de ce qui va être fait dans les années 60. Celle-là est peut-être un peu plus modeste, mais on se demande si la lagune. Il y a une lagune de baignade ici qui est rêvée. On se demande si elle a été réalisée. Ça, peut-être que certains d'entre vous qui connaissez l'histoire de l'île pourraient nous confirmer ou nous infirmer, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu sur des photographies. Et si on revient à l'époque plus contemporaine, après ça a été vraiment comment illustrer l'Expo 67. J'ai trouvé un plan souvenir qui, au début, en géoréférençage, je me disais peut-être que ça ne donnera rien. On s'entend que ça relève plus du dessin, donc j'étais aucunement certaine de l'échelle de ce plan-là. Et puis finalement, si on dézoome, on voit très bien à quel point justement les rives, ça fonctionne, puis on cadre vraiment. Donc là, on est rendu avec nos deux îles, et non seulement nos deux îles, mais énormément de constructions qui arrivent avec cet événement-là. Donc voilà, c'est assez détaillé aussi. Ça puis aussi intéressant par rapport à l'Expo 67, oui, il y a des bâtiments qui sont restés là, mais il y en a qui ont été là juste le temps de l'Expo et qui sont partis après. Donc, pour pouvoir bien les localiser, c'est intéressant.
Et on retombe dans la photo. Là aussi, justement, ces grands projets-là ont amené des photos aériennes de la Ville de Montréal. Donc, on peut voir vraiment, encore une fois, le avant-après et la différence. Je mentionnerai ici qu'on est assez fiers de cette photo-là parce que c'est un montage de notre photographe au McCord, Marilyn Etkin, qui a collé des plaques de verre qui nous avaient été données par le service de géomatique. Il n'y a pas cette photo-là et donc la reconstitution à partir d'une vingtaine ou d'une trentaine de plaques photographiques qui ont été minutieusement refusionnées et ça donne une vue rare de l'ensemble des installations de l'expo à vol d'oiseau. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant ce projet-là, on s'est rendu compte qu'autant il était super intéressant d'un point de vue de la connaissance de l'île, autant le géoréférencement des cartes entrait un petit peu en tension avec l'usage muséal qu'on voulait en faire. C'est-à-dire que, comme vous avez vu, les cartes sont souvent prises selon des orientations très variables, ce qui rend la lecture des cartes difficile si on les superpose immédiatement. Et leurs légendes aussi, donc, sont dans toutes les directions. Et donc, cette carte-là numérique, dans son état brut, est plutôt difficile à lire pour le grand public. Il y a aussi le problème que les étiquettes qu'on avait créées, peu importe la couleur qu'on leur donnait, devenaient difficiles à lire sur des fonds de couleurs très variables. Les cartes anciennes sont souvent sur des fonds pâles, les photographies aériennes ont souvent des parties très foncées. Donc, il y avait vraiment nécessité d'un travail graphique pour créer une carte évolutive qui serait présentée dans l'exposition. Nous avions déjà commencé à réfléchir avec notre graphiste, Philippe Legris, qui nous avait soumis cette proposition là, de ce que pourraient ressembler les différentes périodes, les différentes cartes de période. Évidemment, on n'était pas encore rendu au travail de faire la nouvelle forme, le nouveau fond de carte de l'époque Expo et de l'époque post-Expo, mais cette diapo nous donne une idée un petit peu de quoi pourrait avoir l'air cette carte interactive une fois qu'on aura intégré des textes, des iconographies et des entrevues, des extraits audio-vidéo. Donc, pour la suite des choses de ce projet des cartes géoréférencées, il y a différentes possibilités. D'abord, il y aurait d'ajouter de nouvelles cartes et photos aériennes. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas intégrées. Avec les photos aériennes, on pourrait faire des suivis encore plus fins de l'évolution des îles à certaines époques, ce qui serait intéressant. On avait pensé aussi à une possibilité d'avoir une application développée en collaboration avec le laboratoire qui permettrait la navigation et la rotation à travers les cartes. Donc, le public pourrait s'approprier les cartes d'une façon plus conviviale qu'en installant un QGIS sur leur ordinateur. Et enfin, il y a le projet de verser les cartes et les photographies qui ont été géoréférencées par Evelyne dans Schéma, donc le système de cartographie historique de l'histoire de Montréal, pour qu'elle puisse être réutilisée par les chercheurs de toutes sortes dans l'avenir. Donc, ça conclut notre présentation. Désolé, j'ai été un peu long j'attends vos questions. Et en attendant vos questions, j'aimerais remercier aussi les membres de l'équipe qui nous ont aidés pour la recherche, notamment les chargés d'exposition Geneviève Larouche au tout début de l'exposition, François Vallée pour le gros du projet et l'aide de stagiaires et d'assistants comme Evelyne, comme Audrey Charbonneau, Lauriane Norris, Simone Baudry-Pilote, sans parler de mes collègues conservateurs et conservatrices et de bien d'autres personnes dans l'équipe du musée McCord-Stewart qui nous ont tous conseillés à un moment ou un autre. Merci et bonne journée. À tout de suite.
Merci Mathieu, merci Evelyne. Alors, au nom du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, je désire remercier Mathieu Lapointe, qui est conservateur archives textuelles au Musée McCord, et Evelyne Vincent, adjointe de recherche et membre étudiante du laboratoire, pour cette fort intéressante conférence sur l'île Sainte-Hélène et ses cartes géoréférencées. Alors, avant d'arriver à la période de questions, je veux juste vous rappeler le prochain midi du labo qui aura lieu le 16 décembre prochain. Alors, c'est la dernière édition de 2021. Nous allons recevoir les 3 lauréates du concours de bourse d'excellence du laboratoire 2021. Alors, c'est Marisha Posé, Mélissa Benjamin et Claudel Richard qui vont présenter tour à tour leurs recherches et l'état d'avancement de celles-ci. Alors, merci Mathieu, merci Evelyne. Je laisse la parole à Véronica pour la période de questions. Oui, merci Mario, merci Mathieu et Evelyne. Donc, les questions, il y en a eu une et il y a eu une réponse aussi partielle. Donc, avant de les prendre en personne, là, je vois qu'il y a M. Palomino qui en a une. Je voulais valider, en fait. Il y a M. Yvan qui demandait, durant la période récréative, comment on accédait à l'île. Il y a eu plusieurs réponses, barque et bateau à vapeur, mais peut-être... Mathieu, si tu peux dire un mot sur la façon dont on accédait à l'île durant cette période-là. Jusqu'avant la construction du pont Jacques-Cartier au début des années 30, essentiellement, la plupart des gens venaient par ferry, donc par traversier, soit de la rive sud, soit de l'île de Montréal. Et plusieurs cartes montrent où arrivait le ferry. Donc, le quai de la Traverse ici, vous voyez, c'est au sud-ouest de l'île sur le plan de 1928. Et je crois que le plan de... attendez... le plan de 37 le montre très bien. Vous voyez ce genre de renflement à côté du parking. Là, l'auto est arrivée sur l'île à ce moment-là, mais il y avait ce genre de bras de mer qui servait pour accueillir les bateaux, les ferries. Donc, c'est ce que j'en sais. Est-ce que Jean-François ou Laura, Jean-François, avais-tu un complément? Moi, non, je n'ai pas de complément par rapport OK, à ça. excuse-moi. Non, Excuse-moi. je vais baisser la main. C'était juste pour dire que j'avais quelques questions. OK. En fait, Jean-François, tu peux y aller. Tu étais le premier à avoir levé la main, donc à toi la parole. Parfait. Mais merci beaucoup, Mathieu et Evelyne. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises avec cette présentation-là. C'est un beau projet. Puis le fruit du travail là, va pouvoir servir aussi à d'autres chercheurs par la suite, ce qui est vraiment très, très bien. Par exemple, on a un projet justement avec le LHPM qui est de géolocaliser des images des albums de rue Massicotte. Donc, on a fait un appel, puis on va travailler là-dessus cet hiver avec Laurent notamment. Puis, il y en a plusieurs qui sont de l'île Sainte-Hélène, de ces images-là. Donc, on va vous consulter pour que vous nous aidiez à les géolocaliser. Vous êtes rendus les experts. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, j'avais une question par rapport à la carte de site web. Je pourrais envoyer le lien pour les autres là, pour qu'ils y accèdent directement. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Là. C'est la carte de Longueuil, justement. Mm-hmm. Je me demandais, j'ai vu que vous aviez géolocalisé la carte index de la carte de site web qui est à plus grande échelle parce qu'en fait, après, il y a des cartes à plus grande échelle, pardon, donc plus précises. Est-ce que vous les avez, ces deux feuillets qui couvrent l'île, est-ce que vous les avez géolocalisés aussi? Je pense qu'on a juste la grande, mais il y aurait possibilité de la géolocaliser. Oui. Bien, je pense que ce serait vraiment intéressant parce que là, c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Puis, il y a tous les petits détails là, qui ont été soulignés par Mathieu. Ah non, elle est superbe. Puis, la résolution est bien meilleure, comme sur la vraie carte, effectivement. Oui. Puis, ma question pour Evelyne, c'est combien de points de géoréférencement ça te prend pour avoir quelque chose d'acceptable? Je pense que le logiciel, le minimum, c'est 4. Mais après, c'est sûr que si on arrive à une dizaine, c'est mieux. Après, dépendamment vraiment de comment je dirais ça, on le voit tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en mettre tant que ça. Quand on clique OK, go, géoréférence-moi ça, on voit tout de suite quand le résultat apparaît, la carte se place par elle-même.
Si la carte, les coins restent carrés, c'est-à-dire on fait juste vraiment comme la tourner sur elle-même, là, on est sûr que c'est fait, puis ça va. Sinon, elle a tendance à comme s'étirer un peu pour que les différents points aillent rejoindre le plus possible la carte de base. Donc, on voit des fois la carte un petit peu étirée, puis des fois, on voit que, bon, on a sûrement mal rentré une donnée ou quelque chose parce que ça ne marche pas. Puis dans des cartes, tu sais, il y a la carte de Murray que j'avais essayé de faire quand même, là, mais là, on remonte vraiment. Puis là, on a pu. Bon, la facilité avec l'île Sainte-Hélène, c'est qu'on a des bâtiments qui sont là depuis extrêmement longtemps. Donc, mais dans la carte de Murray, on n'a plus ces points-là. Donc là, on y va au contour de l'île qui a changé aussi ou qui a été dessiné approximativement à l'époque. Donc, c'est vraiment plus difficile quand c'est plus ancien là, de trouver des points de référence. Okay. Merci. Puis, si je peux ajouter une autre question qui est tout un autre sujet. En faisant une recherche sur les projets utopiques à Montréal, j'ai découvert, là, je ne connaissais pas, qu'il y a eu un projet d'exposition universelle sur l'île Sainte-Hélène au 19e siècle. Oui. Vous avez dû voir ça dans vos sources. C'est vraiment fascinant. Là, je pense que c'était vers 1896, quelque chose comme ça. Oui. Il y a des belles vues avec de l'île, puis l'électricité qui arrive, la modernisation, tout ça, ça aurait été l'Expo 67 un siècle plus tôt. Là. Oui, des visions d'artistes pleines d'espoir. Oui. Oui. Donc, vous étiez au courant. Oui, tout à fait. C'est là qu'on aurait commencé un peu la zone sur les grands projets pour l'île. Ah oui, OK. Ouais. Merci. Merci à toi. Oui, donc Laura, est-ce que tu veux enchaîner? En fait, je n'avais pas de questions. J'avais juste des commentaires. Bravo pour le géoréférencement de tous ces cas-là historiques. Moi ici, je sais pas, on ne se connaît pas personnellement, mais je suis la cartographe ici au LHPM depuis déjà, mon Dieu, 5 ans, je pense. Donc, j'ai géoréférencé des cartes historiques ici. Tous les jours, je dirais même, j'étais pas là la session passée quand vous avez commencé votre projet, je pense. Sinon, je pense que j'aurais peut-être vous aimez bien de vous donner un coup de main. Mais je serai ici pour la continuation, donc j'ai hâte de voir les projets. Sûrement, si on peut les mettre sur le schéma, ça serait fort intéressant. Mais en tout cas, bravo pour le géoréférencement. C'était pas simple. Surtout quand on traite des données historiques qui sont plus là. Donc, oui, l'île est là, mais la forme n'est pas du tout la même. J'imagine que vous êtes allé avec chaque carte. Chaque carte, ça aurait été un géoréférencement différent à cause des différentes choses qui sont affichées. Donc, ouais, je tenais à vous féliciter. Merci. Merci. Oui, merci Laura. Donc, Camille Champagne, vous avez une question également? Oui, dans le fond, moi, c'est quasiment plus étudiante. Ça m'a vraiment intéressée comme projet parce que pour ma maîtrise, je vais faire sensiblement la même chose avec QGIS, mais par rapport au parc Émilie-Gamelin, puis ces institutions plus. Mais reste que c'est Montréal, puis du géoréférencement, puis un changement à travers le temps. Puis je me demandais si vous n'aviez pas des conseils, peut-être des fonds incontournables à aller fouiller ou des choses à côté duquel il ne faut pas passer parce que c'est juste, je ne sais pas moi, dans un bâtiment ou peu importe. Voilà, en gros. Demander à Léon. Puis aussi demander à avoir recours aux archivistes de la Ville de Montréal, de BANQ, Jean-François Palomino, Alban, je ne veux pas me massacrer son nom de famille, mais il y a des gens très, très compétents dans ces différentes institutions. Vous pouvez nous contacter aussi au musée. On a un certain nombre de cartes au musée McCord. Mais contactez les archives de Montréal, BANQ. Ils ont vraiment des ressources et eux vont pouvoir vous guider, vous trouver les petits trésors. Et Léon a été un conseiller vraiment précieux dans tout ce projet-là. Je te recommanderais de le consulter.
En tout cas, juste pour finir, là, la carte de site web, comme je disais, là, l'île Sainte-Hélène, c'est avec Longueuil, mais il y a Montréal aussi dans un autre document. Puis ça, c'était BNQ numérique, c'est accessible. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci pour ce partage de ressources pédagogiques aussi. Il y a une question dans le clavardage de M. Yves, une question spécifique sur un plan. Donc, sur un des plans, on voit le nom du courant Sainte-Hélène. Sait-on à quel moment le nom change pour courant Sainte-Marie? C'est sur quelle carte? Parce que moi, je l'ai toujours connu comme le courant Sainte-Marie. La carte de Champlain. Est-ce que c'est là? Rapids of Sainte-Hélène. C'est ça. C'est la carte de Murray, donc. D'accord. Ouais. Sincèrement, je ne l'ai pas vu ailleurs. J'ai toujours vu appeler le courant Sainte-Marie. Mais je ne pourrais pas vous dire. D'accord. Merci beaucoup. De pour un complément aussi, pour répondre à Jean-François Palomino, je suis tombé sur une caricature en 1931 aussi qui fait état d'un projet d'exposition sur l'île Sainte-Hélène. OK. Il y a des projets comme ça qui n'ont pas eu lieu à l'époque, mais qui ont eu lieu plus tard. Là, on parle de l'expo, mais il y a aussi un casino qui était supposé avoir lieu dans les années 30, je pense. Puis là, à cause à l'époque, les institutions religieuses ne voulaient pas trop, mais on sait aujourd'hui que le casino est là. Oui. Il y a des réponses entre le passé et le présent qui étaient intéressantes. Puis c'était pour ça, je pense, la division thématique était privilégiée dans le cas de cette histoire-là. Mm-hmm. Alors, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si Mathieu et Evelyne, vous voulez rajouter un petit élément pour la fin ou les suites du projet, mais sinon, ça conclut notre rencontre. On a fait le tour. Merci. Mais évidemment, à travers aussi le réseau du MECORD et du labo, quand il y aura des suites de ce projet-là, ou enfin, on fait toujours la recension si jamais vous en parlez dans d'autres événements publics. Là, on va tenir au courant soit les abonnés de notre bulletin, infolettre ou sur les réseaux sociaux. Donc, je vous remercie pour votre participation. Puis j'espère qu'on pourra justement voir les suites prochainement là, de ce projet-là qui n'a pas pu avoir lieu sur l'île, mais il aura peut-être lieu justement au niveau virtuel, puis pourra être pérennisé puis partagé avec encore un plus grand nombre de personnes. Bravo pour la présentation. Merci beaucoup. Merci, Mario.